La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans toute profession, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'est difficile à mettre en place parce qu'on n'est pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical pour toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Bonjour, Yaorana, où que vous soyez, je suis contente de vous retrouver. Vous êtes avec Mata Williams, professionnelle de santé et responsable de la santé adventiste en Polynésie. Et nous continuons sur notre mini-série destinée un petit peu à la médecine d'urgence, mais plutôt à des expériences de terrain à travers les échanges avec notre invité. Et aujourd'hui, donc, je vous demande d'accueillir encore avec moi le médecin urgentiste, le docteur Tony Tequatawa. Yaorana, Tony. Yaorana, Mata, Yaorana à tous. Donc, encore une fois, on se retrouve et on va parler un petit peu, évidemment, de santé, mais aussi de médecine. C'est quand même, la médecine, elle a un gros rôle dans la santé, pas que, et un peu dans l'urgence aussi. Et aujourd'hui, j'avais pensé un petit peu parler d'une réalité qui n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il y a eu une pandémie, il y a eu la Covid-19, la Polynésie, au milieu du Pacifique, donc touchée de plein fouet aussi. On en a réchappé, mais à quel prix ? Du coup, peut-être que c'est important aussi de faire un bilan pour voir où est-ce qu'on en est qu'on en paye encore le prix, et puis surtout, quelles leçons tirer, et puis peut-être aussi envisager quoi, en tout cas se poser certaines questions. Donc du coup, toi, tu as été sur le front, tu as vu, on a vu les images qui ont fait le tour du monde. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire un peu sur cette pandémie ? On n'avait jamais vécu quelque chose comme ça. Alors c'est bien clair, Enfin, moi personnellement, j'avais jamais vécu une situation sanitaire exceptionnelle de cette envergure-là. Sur un plan professionnel, il y a eu beaucoup d'enseignements. Après, sur un plan effectivement humain, ça a été quand même assez catastrophique pour la Polynésie, puisque on a eu des chiffres qui étaient assez stratosphériques, notamment au pic de l'épidémie Delta. Il y a eu plusieurs épidémies avec des variants un peu différents. Les premiers variants nous ont pas trop impactés, mais le variant Delta a beaucoup impacté la Polynésie. Et effectivement, il y a eu une explosion des cas avec ce qu'on appelle une situation sanitaire exceptionnelle, qui effectivement a mis à mal le système de santé. Il a mis à mal le système de santé dans ces organisations, mais ça nous a permis de se challenger aussi pour répondre, parce qu'on a quand même une réponse où on a pu accueillir tout le monde, à mettre des gens dans des parcours de soins adaptés. Et puis après, il y a eu aussi un impact sur les soignants, faut pas croire, ça a été aussi dur pour les soignants. On en paye un peu le prix aussi a posteriori, puisque après la crise Covid, il y a une crise des ressources humaines, d'ailleurs sur d'autres territoires qui touchent les systèmes de santé de plein fouet. Donc on ressent vraiment ça. Et puis derrière le Covid, puisque là on est en post-Covid, il y a des effets quand même collatéraux qui sont inquiétants, puisque on note une activité supplémentaire de patients plus graves. Parce que pendant cette pandémie-là, qui a duré quand même quasiment 2 ans, on s'est retrouvé avec d'abord un confinement qui a fait que on n'a pas pu faire des consultations de patients chroniques. Ensuite, il y a eu aussi une peur aussi de la population vis-à-vis d'un hôpital en pleine crise où il y avait des gens qui décédaient, mais de la faute du Covid, quand même, il faut le dire, et qui ont fait peut-être peur à la population, et qui s'est un petit peu écarté aussi de ce système de santé. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a une résurgence des complications des maladies chroniques. Et vraiment, ça, moi, je le note très clairement et sur nos activités. Donc, il y a des effets collatéraux qu'on paye cher.
Du coup, nous, on n'était pas dans le QG, le quartier général, un peu de ceux qui géraient la crise. Donc, c'est vrai que si on reprend un petit peu, il y avait quand même deux grands problèmes. C'est-à-dire qu'il fallait gérer cette urgence, mais sanitaire. Mais et aussi, la question, c'était vraiment préserver le système de soins. Donc, comment vous avez fait pour annuler les rendez-vous, garder les bonnes personnes? Vous vous réunissiez toutes les semaines, tous les mois, tous les jours? Comment vous avez géré un peu, voilà, il y avait des pertes de chance peut-être? Alors, sur l'hôpital, il y a eu des cellules de crise quasi quotidiennes. Tous les jours. On a réorganisé l'hôpital pour finalement devenir un espèce de gros, ce qu'on appelle nous le PMA, c'est-à-dire un poste médical avancé. Après, il n'y a pas que l'hôpital qui a été impacté, qui a participé à la gestion de crise. C'est tous les soignants en Polynésie, que ce soit public comme privé. Voilà, tous les centres se sont mis au diapason. Il y a eu, et là pour le coup, c'est intéressant de noter qu'il y a eu quand même, à ce moment-là, des phénomènes adaptatifs où tout le monde s'est mis en ordre de marche pour que ça fonctionne. Donc ça, il faut le noter très clairement. Mais il y a eu effectivement cette réorganisation permanente pour accueillir les malades, trouver des filières public mais privé ou à domicile avec la gestion de l'oxygène et la participation de tous. Donc non, ça a été intense. Ça a été intense au point que on a quand même fait appel à la métropole pour un renforcement de moyens humains, à la Calédonie notamment. aussi. La Calédonie. On a dû se faire aider parce que notre système de santé était un peu dépassé sur la capacité à répondre à cette agression finalement sanitaire. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'on a tiré l'enseignement de ce qui s'était passé un peu avant nous aux Antilles. On a aussi prévenu nos amis calédoniens, puisque c'était un peu après nous. C'était après nous, et heureusement d'ailleurs, parce que ça leur a permis aussi de bien gérer la crise. Mais effectivement, nous, on a une flambée épidémique en Polynésie qui a été assez exceptionnelle du fait d'une vaccination qui tardait à venir, et puis du fait aussi d'une population qui est pas très en forme, avec des indicateurs de santé qui sont assez inquiétants, notamment sur l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, qui fait que ça a été un facteur de risque important sur l'épidémie Covid. Alors, on peut peut-être rappeler l'IMC ou le BMI, Body Mass Index en anglais. Donc, c'est un ratio en fait, la taille et combien on pèse. Exactement. Et donc, ça nous donne un chiffre. Normalement... qui dit c'est 25-30, c'est surpoids. Voilà, c'est un surpoids peu, et obésité. Voilà. Un peu au-dessus. 30, c'est obésité. On peut même appeler sévère, très sévère. Et puis après, rajouter ce virus sur des pathologies chroniques, effectivement, c'est très problématique. Il y a aussi des patients qu'on a malheureusement perdus sur ce qu'on appelle l'immunodépression. C'est-à-dire qu'un virus qui arrive sur un corps qui n'est pas qui se défend plus très bien déjà, de ses capacités de se défendre, ça fait effectivement des dégâts. Du coup, tu dirais alors que ça a un peu révélé quand même la vulnérabilité de notre population d'un point de vue santé. Ça a un petit peu... Oui, en tout cas sur les chiffres... Ça a décimé finalement tous ceux qui étaient très malades. Oui, alors, ça a une partie, effectivement. Il y a une partie. Après, faut quand même imaginer que si on prend une envergure un peu planétaire, le Covid a fait des millions et des millions de morts. Donc voilà, malheureusement, la Polynésie a amené sa part un peu funeste à cet édifice un peu noir. Mais par contre, voilà, elle s'est faite sur une population assez fragile. Alors c'est vrai que moi, on me demandait un petit peu de métropole dans mon réseau professionnel. Bon alors, comment ça va et tout. Bon, moi, dans mon métier, je ne suis pas trop dans les services de soins, donc j'ai été un petit peu... pas vraiment impactée, enfin pas dans le soin, on va dire, dans cette urgence-là, quoique beaucoup de mes collègues allaient aux urgences aussi donner un coup de main. Toutes les bonnes volontés. Je m'en souviens, puisqu'on a accueilli des sages-femmes qui venaient donner un coup de main au service des urgences. Donc c'est clair. Il fallait tous y aller. Tous y aller. Et donc je disais, en fait, je ne suis pas impactée professionnellement, mais par contre, j'ai perdu 10 personnes.
Donc Ouais, c'était troublant. Hein, voilà, j'étais pas dans l'équipe sur le front au chaud, mais en tant que polynésienne, comme tout le monde, on a perdu énormément de personnes. Et ça, c'était très dur. Donc tu parlais justement aussi de ce qu'on a payé sur le plan humain et ce qu'on va continuer à payer aussi sur le plan humain, notamment chez les soignants, parce que évidemment la maladie, en prendre charge, c'est bien, mais si les soignants sont eux-mêmes malades, c'est compliqué. Hein. Oui, je pense que pour bien soigner, il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps. Et voilà. Et puis, il faut comprendre que le post-Covid nous a amené des charges en soins importantes. C'est-à-dire que les patients sont de plus en plus lourds, donc demandent de plus en plus de soins. Et du coup, avec une fatigabilité des équipes qui est claire et nette. Donc, la crise qu'on vit un petit peu sur le plan des ressources humaines, elle n'est pas que polynésienne, elle est aussi à l'international. Donc, vraiment. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de la Polynésie, il faut se rendre compte quand même, parce que si on fait un produit en croix, on compare avec la population de métropole, au pic de la crise, c'est comme si... ils perdaient 6000 morts par jour en métropole. Donc c'est relativement énorme. Et sur un bilan plus global, si on fait le total des décès Covid, on serait sur 60 à 70 000 morts. Quoi. Donc comparativement à la population métropolitaine. Donc c'est beaucoup. Oui, donc en fait, ça a été terrible sur tous les plans, c'est-à-dire que c'était une surcharge de travail dans le temps, parce que c'était pas 2 mois, 3 mois, mais ça a été des mois. C'était une crise longue. Ensuite, intense, c'est-à-dire beaucoup de choses à faire, la réa c'est compliqué, les soins d'urgence, et en plus physiquement, voilà, donc tu parlais des personnes, il fallait être 3, 4, 5, 6 des fois pour gérer une personne. Oui, tout à fait. Non, vraiment, les équipes ont été... au front, ont donné sans compter, et heureusement d'ailleurs. Mais effectivement, il y a un avant et après Covid. Il y a un avant et un après. Et il faut remonter la pente, bien sûr, mais il faut prendre en compte cet élément de ressources humaines adaptées à la demande. C'est ça qui est important. Mais en pratique, c'est quoi? Ils ont quitté l'hôpital, ils sont mis en dispo, ils sont reconvertis, ils font des dépressions, des burn-out. Il y a eu effectivement du burn-out, il y a eu, comme tu le dis, des départs. Il y a même des gens qui ont quitté la profession. Qui ont changé. Qui ont voulu se recycler dans autre chose. C'était, voilà. Ouais, non, ça a été assez terrible. Épuisé, d'accord. Ouais, moi, je peux témoigner aussi au niveau des étudiants. C'était catastrophique, les confinements. Ils étaient tout seuls en France. En plus, les Polynésiens, c'est compliqué. Ils sont éloignés de leur famille. Ouais. Et je me rappelle aussi que c'était la question. On les avait tous fait revenir. Peut-être fallait pas. Enfin, que sais-je. Donc, nos enfants aussi ont été impactés, mine de rien. Complètement. Ça a été une situation sanitaire exceptionnelle. Et puis là, je faisais une revue de la littérature, donc pour expliquer un peu à ceux qui nous suivent, c'est-à-dire qu'on balaye tout ce qui est publié, on trie un peu le niveau de fiabilité, de preuve, le niveau de preuve, sur le stress, anxiété, dépression. Et en fait, les soignants, je crois qu'il y a 20% de dépression, les étudiants, 40 à 60%, donc c'est énorme. C'est énorme. Non, c'est vraiment... Une personne sur 2 à l'université, par exemple. Non, c'est pour ça qu'il faut qu'on retrouve du sens dans le soin, qu'on soit effectivement avec une gestion médicale, enfin en tout cas soignant et administrative, qui soit bien cohérente et bienveillante. Ouais, il y a ce mot qui revient là. Donc plus que jamais, il faut être bienveillant. C'est important, il faut de la bienveillance avec les patients, il faut que les patients soient bienveillants avec les soignants. On est vraiment là pour aider les gens, donc il faut prendre cette mesure-là aussi. Voilà, nous on est dans... Voilà, je dis souvent, on est dans un contexte on produit le soin, mais il faut que il faut que tout finalement se mette au service du soin et du patient. Du coup, on peut en tirer des leçons, heureusement, parce qu'on peut traverser des drames, des situations très compliquées. Quelles leçons, toi, tu pourrais en tirer de cette crise, de cette pandémie, première expérience du genre? Ça a testé notre système de santé, donc c'est déjà un apprentissage que de pousser notre système à ce niveau de rendement et d'adaptabilité. Voilà, il faut qu'il y ait une réponse politique aussi, clairement, sur les mesures à prendre. Le confinement a été une mesure politique, la vaccination aussi, ça a été comment on appelle ça, une réponse
Et puis, il y a une prise de conscience que doit avoir la population vis-à-vis de ce genre de phénomène. C'était rigolo, c'est pas le mot, mais ce qui était étonnant, c'est qu'au départ, nous, on était déjà en crise à l'hôpital et la population, en fait, le voyait pas, le sentait pas, ou peut-être s'en désintéressait. Ouais. Et puis après, quand ça a vraiment monté fort, il y a une prise là, de il y a conscience une prise très de forte, conscience ouais. qui a été peut-être un petit peu retardée. Oui. Mais voilà, une prise de conscience peut-être politique aussi, voilà, qui était un petit peu retardée. Mais en tout cas, voilà, il faut, en fait, dans ces phénomènes-là, il faut être dans l'anticipation en permanence. Et il faut faire attention à soi, voilà, pour être en capacité de résister à ces agressions extérieures. Et en plus, j'imagine, on en avait parlé un petit peu précédemment, c'est-à-dire que non seulement il n'y a qu'un seul hôpital de ce type-là, mais en plus, il y a toute la Polynésie à gérer. Et donc, un système qui a tenu le coup quand même. Hein. Merci. Hein. Oui, on a fait pas mal des Vassan. Hein. Oui. Voilà, les hôpitaux périphériques ont donné. Enfin, tout le monde a donné pour lutter contre ça. Donc, non, c'est. J'espère qu'on n'en prendra pas une prochainement parce que ça met à l'épreuve tout le monde, la population comme les soignants. Du coup, on en revient toujours à la prévention, avoir une meilleure santé, pouvoir mieux se défendre. Et puis, en tout cas, moi, personnellement, j'en appelle encore à faire preuve de raison, notamment par rapport au vaccin. Quand on est soignant et qu'on est déontologiquement, on est capable d'actualiser ses connaissances et de trier un peu du vrai du faux, parce que ça a été aussi un florilège de oulala. Ça a été une grosse problématique en termes de communication, de mélange des genres. Qui ne plus croire, même dans le corps médical, les scientifiques. Ça a été assez catastrophique, ça a fait beaucoup de mal, je pense, dans la désinformation, mésinformation. C'était compliqué. C'était pas sain. C'était tout clair pour nous. Franchement, les soignants, on savait. Hein. Par contre, il y a toujours quelques-uns là de façon un peu étrange. Ouais. Non, mais de toute façon, les statistiques, à un moment donné, il faut faire confiance aux chiffres. Ouais, les chiffres. Quand il y a 80% ou 85% des patients en réanimation qui ne sont pas vaccinés, il y a quand même. Il n'y a pas trop de discussion à avoir sur la prévention de la vaccination. Des formes graves, notamment pour le Covid. Après, ça se voit aussi pour d'autres pathologies, sur la prévention et sur la vaccination surtout. Donc voilà, chacun est libre, mais consentement libre et éclairé. Mais après, des fois, en tant que population, on peut aussi mettre... Et là, pour le coup, la décision politique, c'était bien pour la population et protéger le système de soins. On a été obligé un peu d'obliger les gens. Il ne faut pas négliger aussi tout l'envers économique qui impacte du coup pour le coup toute la population, puisque le soin ça coûte cher. On dit souvent la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Elle a un coût. Et en plus, la question se pose aussi si le remède coûte plus cher et parce qu'il y a toute une détresse derrière, mais tout un système, tout un pays en perd tout. Oui, parce que la santé, c'est le bien-être physique. Mental et puis social. Et donc du coup, quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne produit plus pour la société. Enfin, voilà, donc tout ça, c'est... Quand le remède est pire que la maladie, Primum non nocere, c'est un dogme en médecine. D'abord ne pas nuire. Ne pas nuire. Exactement. Et ça va être le mot de la fin. Primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire, garder beaucoup de bienveillance et tirer les leçons. Et donc, il y a quand même de l'espoir pour nous. Bien sûr, bien sûr. On peut toujours mieux faire. Voilà, tout à fait. Et anticiper. Donc, réfléchir avant, c'est pas mal. Et tirer leçon de son expérience. Merci beaucoup, Tony. Merci. Eh bien, quant à nous, nous voici au terme de votre émission Yaorana. Cette émission, elle vous est consacrée pour mieux prendre conscience un petit peu de ce qui peut se passer dans votre corps, mais aussi dans ceux qui prennent soin de vous, les médecins, tout un système, et notamment à travers cette expérience d'une pandémie. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de bien prendre soin de votre santé et je vous donne rendez-vous, ce n'est pas fini, toujours avec notre invité. Au revoir. La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques.
Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans toute profession, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'est difficile à mettre en place parce qu'on n'a pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana.